Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Marie Évin, la directrice générale adjointe de Cdiscount. Le groupe vise une réduction de plus de 20% de sa consommation énergétique en 2023 par rapport à 2019. On verra aussi comment le leader français du e-commerce se veut un pionnier de la livraison neutre en carbone et incite ses clients à consommer français et plus responsable. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, je vous présenterai Noticia et ses solutions de dématérialisation des tickets de caisse. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien de Smart Impact tout de suite. Bonjour Marie Évin, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes donc la directrice générale adjointe de Cdiscount. Vous faites partie de l'entreprise depuis 13 ans, c'est ça? Depuis 13 ans. Vous l'avez vu grandir, évoluer? Je l'ai vu se métamorphoser. Vraiment, à ce point-là? Cdiscount, c'est une belle réussite française, une entreprise qui a 22 ans, avec aujourd'hui 4 milliards de volume d'affaires. Et quand je suis arrivée il y a 13 ans, pour répondre à votre question, c'était encore un e-commerçant classique, je dirais, avec 800 millions de chiffres d'affaires, un seul vendeur sur le site, Cdiscount. Et puis, en 2011, on a décidé d'ouvrir la marketplace et on est entré dans l'ère des plateformes. Et là, c'est une vraie mutation de l'entreprise qui est vraiment devenue une entreprise technologique. Juste un chiffre. Oui. Il y a 13 ans, il y avait 880 ingénieurs informaticiens. Il y en a près de 700 aujourd'hui. Donc, les profils de recrutement sont différents, les projets sont différents, les enjeux sont différents. Ouais. Donc, une mutation profonde. Et les engagements, les actions en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, est-ce qu'ils étaient déjà présents, déjà forts en 2009? Comment ça a évolué aussi de ce point de vue? Alors, la stratégie, je dirais, d'engagement de Cdiscount, elle repose sur 4 grands piliers. Le premier, c'est le climat. Le deuxième, c'est le soutien à l'économie locale. Le troisième, c'est le capital humain. Et de manière transversale, d'approcher l'activité et tous ces sujets-là avec transparence et éthique. Et donc, pour répondre à votre question, il y a 10 ans déjà, le premier pôle qui était déjà très développé, c'était le capital humain, avec des travaux très avancés en matière de diversité et de mixité notamment. La raison d'être de Cdiscount, favoriser l'accès aux biens et aux services au plus grand nombre, tout en construisant une économie numérique européenne responsable et inclusive. Comment rendre ces deux objectifs compatibles, la consommation du plus grand nombre et l'économie responsable? Parce que c'est un vrai débat, un vrai enjeu. Je suis d'accord avec vous, c'est un sujet d'adaptation. Aujourd'hui, on est tous beaucoup concentrés sur la limitation de notre impact. Ouais. Je crois que ce qui est important, en plus des actions que nous menons pour limiter notre impact, notamment notre impact carbone, c'est important de travailler à adapter les modèles. Voilà. Et adapter les modèles, c'est se questionner sur comment on propose les meilleurs produits au plus grand nombre avec la meilleure consommation possible. C'est un enjeu important, notamment aujourd'hui, à l'heure de l'inflation, où très souvent, le produit, je dirais, plus responsable et aussi plus cher. Donc, tout notre travail à nous, c'est d'aller dénicher les bons produits pour rester fidèle à notre promesse de prix bas. Alors, si on rentre dans le détail, par exemple, sur la consommation responsable, vous dites que vous voulez inciter vos clients à consommer responsable. Mais ça passe par quoi? Alors, sur le site, il y a 80 millions d'offres. Oui. Donc, l'enjeu, c'est d'abord un enjeu technologique. C'est comment on identifie ces produits et comment on les montre à nos clients et comment on les incite à les consommer. Donc, ce travail-là de structuration de cette offre responsable, elle a commencé il y a 18 mois. Depuis 18 mois, on a augmenté la part des ventes de ces produits responsables dans le volume général d'affaires de Cdiscount. Il y a 18 mois, c'était à peu près 10%. Aujourd'hui, c'est 12,5%. Voilà. Donc l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher les bons produits, de les montrer. Ça passe par de la technologie et puis ça passe par des relations avec des fournisseurs, avec les vendeurs de notre marketplace. Aujourd'hui, on a 14 000 vendeurs inscrits sur la marketplace, un très grand nombre de TPE, PME, et parmi tous ces entreprises, il y a vraiment de beaux produits à aller chercher. Oui, si on prend l'exemple du textile, qui est en termes d'enjeux de production de carbone, de gaz à effet de serre, c'est quand même majeur avec l'enjeu de la fast fashion évidemment. Il y a une marque qui s'appelle Oecotex par exemple. Oui. Donc
Vous la mettez en avant comment ça se passe? Ecotex, c'est un label qui vient dire que la qualité du coton qui est utilisé est un coton qui est conçu de manière durable. Et donc, typiquement, notre façon à nous de nous adresser aux consommateurs, ça n'est pas de dire Cdiscount a décidé que tel produit était mieux que tel autre. Non, c'est de nous appuyer sur des labels tiers, et Ecotex en est un. Mais pour les bois durables, par exemple, vous avez des labels type FSC aussi qui sont très connus et de plus en plus connus. Et donc, notre travail à nous, c'est d'aller nous appuyer vers des tiers certificateurs de confiance et de montrer ces produits-là aux consommateurs. Donc le travail, c'est d'aller chercher tous ces labels. La seconde main, de la même façon, comment vous en faites la promotion? Quelle part elle prend dans le chiffre d'affaires de Cdiscount aujourd'hui? La seconde main, c'est devenu un mode de consommation complètement intégré dans le quotidien des Français, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et il y a 10 ans, par exemple, c'était même socialement pas très valorisant d'acheter des produits d'occasion. Donc on voit que si on parle des téléphones, c'était l'inverse. Il fallait toujours le dernier téléphone neuf, et maintenant on cherche du reconditionné. Tout à fait l'inverse. Ça représente quoi? Tiens, je repose un peu la même question. Si on fait focus sur le téléphone, si on fait un focus sur le téléphone, aujourd'hui, un téléphone vendu sur 4 sur le site Cdiscount est un téléphone reconditionné. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et fort de ce succès-là, on a ouvert le reconditionné au PC, par exemple, et donc aujourd'hui, un PC sur 10 vendu sur le site Cdiscount est un PC reconditionné. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller chercher les marchés de produits et les besoins des consommateurs qui sont compatibles avec une offre reconditionnée. Je prends un exemple, la puériculture. Vous utilisez votre poussette pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, elle peut connaître une deuxième vie avec l'enfant du voisin, un deuxième enfant. Il ne faut pas jeter ces produits-là, il faut les remettre en état. Et ça, c'est ce que l'on fait. Et on a lancé cette année avec Bicou, une start-up, une offre de poussettes reconditionnées. Quelques chiffres de Cdiscount, vous en avez donné quelques-uns. Fondé en 1998, basé à Bordeaux, plus de 2300 collaborateurs. C'est une filiale du groupe Casino. Près de 100 millions de produits référencés, un volume d'affaires de plus de 4 milliards d'euros. Cdiscount, leader français du e-commerce. Ça veut dire que comme tout le e-commerce, le secteur souffre depuis quelques semaines. Vous le ressentez, ça? Alors la consommation est moins dynamique. On sort de période Covid qui a été extrêmement dynamique pour le secteur du commerce parce que tout le monde coincé à la maison, les magasins fermés. Donc évidemment, ça a boosté le secteur du e-commerce. Il y a un effet de rattrapage aujourd'hui, ça c'est évident. Je pense qu'il y a un effet aussi d'inflation et de contexte, je dirais, géopolitique qui fait que les consommateurs contractent un peu leur consommation et arbitrent un peu différemment. Donc oui, on ressent que le marché est moins dynamique qu'avant. En revanche, on maintient bien nos parts de marché. Donc on est dynamique dans ce marché qu'on aimerait un peu plus dynamique. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle de sobriété ou d'efficacité énergétique tout de suite. Enjeu d'actualité, enjeu national. Vous avez renforcé vos engagements en matière d'efficacité énergétique. Objectif affiché pour la fin de l'année 2023, moins 21% par rapport à 2019. Donc c'est quand même sur un délai qui est court, je tiens à le signaler. Est-ce que c'est la crise de l'énergie qui vous incite à accélérer la transformation ou est-ce qu'elle était déjà engagée auparavant? Alors, elle était déjà engagée auparavant. On a une tradition de se poser la question comment je fais mieux mon travail. Donc, on y reviendra peut-être, mais des actions de réduction de notre impact irriguent tous les pans de l'activité, la logistique, l'offre, le site et notamment notre vie quotidienne dans les bureaux. Donc, les actions en matière de sobriété énergétique, elles sont déjà engagées depuis un moment. Quand on regarde 19 à 21, on a déjà fait moins 13% d'économie. Et donc, on a écrit un chemin pour arriver à moins 20 à fin 2023. Mais ça veut dire que c'était des décisions déjà planifiées que vous accélérez, par exemple? Exactement. Ce sont des décisions déjà planifiées, donc des actions qui ont déjà été enclenchées et puis d'autres complémentaires qui vont venir s'ajouter. Un exemple, dans ce qui a déjà été enclenché, on a fait tout ce qu'on appelle du relamping. Donc, on a accéléré le relamping. Donc, on a changé les ampoules classiques par des LED. On a des détecteurs de présence pour n'éclairer qu'au bon moment. On coupe l'éclairage la nuit, là où il y avait des éclairages minimums qui étaient conservés. Ça, ce sont les actions, je dirais, de fond. Et puis, des décisions plus structurantes que l'on vient de prendre, c'est fermer des bâtiments. Pourquoi? Parce que le télétravail, aujourd'hui, nous permet de reconcentrer les équipes un peu différemment dans l'immobilier que l'on a. Et donc, la performance immobilière va alimenter la performance énergétique. Donc, concrètement, on ferme un bâtiment complet et on a repartagé des bureaux. Pendant plusieurs jours? De manière définitive. Ça, de manière définitive, d'accord. Des décisions structurelles. Et puis, on a par exemple le vendredi certains bâtiments également fermés parce qu'on s'est rendu compte que les salariés
il y a entre 2 et 3 jours de télétravail chez Cdiscount. Donc, les salariés majoritairement ne sont pas là le vendredi. Et donc, on concentre ceux qui viennent sur des espaces plus réduits et on ferme le reste et on ne chauffe pas le reste. C'est important parce que il ne faut pas utiliser le télétravail pour reporter la dépense de l'entreprise dans le foyer des salariés. Voilà. Donc, on est plutôt parti des usages des salariés, pour s'adapter à ces usages et comprimer notre... Est-ce qu'il y a des machines plus énergivores que d'autres et qu'est-ce qu'on en fait dans un groupe de la dimension de Cdiscount? Alors, il y a des machines plus énergivores que d'autres. On utilise les machines quotidiennement pour l'activité. Et typiquement, EcoWatt a prévu un système d'alerting si pendant l'hiver, il y a des sujets de pénurie électrique et qu'on a d'ores et déjà identifié les machines les plus énergivores pour les stopper ou les ralentir. Vous allez les arrêter prioritairement. Exactement. Voilà. Et moins de chariots ou des chariots chargés différemment dans les entrepôts. Voilà, ce sont des mesures... Quand on fait le bilan carbone de Cdiscount, qu'est-ce qui pèse le plus ? Le transport, forcément, ou finalement il y a des surprises? Non, ce sont les produits. Pourquoi? Parce que tous les distributeurs, quel que soit leur format, que ce soit un format complètement numérique comme le nôtre ou complètement magasin ou mixte, finalement, le plus gros poste d'émission, ce sont les produits. Oui, parce qu'il faut de la matière première pour les fabriquer. Puis, la consommation énergétique, c'est de la conception à la fabrication, le transport et l'utilisation par le consommateur. D'accord. Voilà. Donc concrètement aujourd'hui, chez nous, le poids des produits, c'est à peu près 90% du bilan carbone. Quand vous prenez des concurrents qui sont mixtes, numériques, magasins, c'est 80% de leur bilan carbone, le produit, parce que les magasins viennent occuper aussi de l'espace. Alors je voudrais qu'on parle des emballages. Ça avait été le thème d'un Smart Future il y a quelques mois. Vous chassez le vide, notamment grâce à des machines 3D. Je crois qu'on va en voir quelques images. On va le redire pour ceux qui ne regardaient pas Smart Future à l'époque. Comment ça marche c'est quoi ces machines et surtout quelles économies vous faites grâce à ces machines? Donc ces machines, ce sont des machines qui permettent au carton qui entoure votre produit d'épouser le produit dans ces 3 dimensions au plus juste. Donc concrètement, il n'y a plus de vide dans le colis. Alors, on a tous reçu un produit qui se balade dans le colis, donc on se dit c'est mal protégé, ou alors ça a été calé avec du papier craft ou pire, du plastique. Donc ça, c'est terminé depuis de nombreuses années chez nous. Et aujourd'hui, grâce à ces machines-là, 85% de nos envois de produits sont emballés de manière optimisée. C'est important parce que... On peut revoir les images pendant que je fais un signe à la régie, si on en a, illustrons. Ces machines, c'est 30% de carton en moins. Donc ce sont des coûts en moins et des matières premières en moins. C'est aussi une capacité à mieux remplir les camions. Donc on a concrètement baissé d'un tiers le nombre de camions mis sur les routes. Donc le résultat est absolument colossal. C'est 30% de camions en moins. 30% de camions en moins. Donc c'est des vrais résultats. Et puis il y a également un aspect de satisfaction client. Quand le client reçoit son produit, il est content qu'on en ait pris soin, que le produit ne se balade pas. Et il a compris qu'on faisait un peu attention à la façon dont on travaillait. Quand on aligne tous ces intérêts-là, les intérêts de l'entreprise économique, les intérêts environnementaux, et si on a en plus la satisfaction client, on est capable de rester sur des investissements pérennes et d'avancer. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Il y a les intérêts. Il y a la façon de charger les camions aussi, je me souviens de ça, qui est importante aussi. Plus de palettes, pourquoi? Alors, plus de palettes, on charge les cartons comme un Tetris. Alors, pour ceux qui sont nés avant les années 90... Ça, j'en ai passé du temps sur le Tetris, oui. On fait en sorte qu'il n'y ait plus de trous dans le camion. On charge jusqu'en haut du camion. Donc... Parce que sinon, quand on utilise des palettes, il y a forcément de l'air au-dessus. Exactement, il y a du vide. Plus d'un mètre de vide, et donc les camions sont à 2 tiers chargés, alors que là, ils sont complètement chargés. Je voudrais qu'on parle maintenant du Made in France chez Cdiscount, 5000 vendeurs français, donc 80% de TPE, PME. Alors, quand on va sur le site, il y a quoi? Il y a une place de marché dédiée, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça? On trouve les produits Made in France de deux façons. Tout simplement, quand vous cherchez un produit, vous tapez dans le moteur de recherche, on vous propose des offres de produits, et il peut y avoir des produits Made in France dans les offres qui vous ont proposées. Et puis, directement sur le site et sur la page d'accueil, il y a un petit bandeau Made in France qui permet d'avoir accès à cet environnement. Ça, c'est vraiment un parti pris de l'entreprise, parce que je peux vous dire que pour avoir l'emplacement sur la page d'accueil du site de manière pérenne, il faut jouer des coudes dans l'entreprise.
Donc c'est vraiment un choix de l'entreprise de mettre en avant ces produits. Ouais. Et ça représente quelle part du volume d'affaires de ces on les comptabilise dans l'ensemble des produits dits plus responsables, donc c'est-à-dire les produits made in France, les produits à label, on en a parlé, Cotex, FSC. Ouais. Et donc aujourd'hui, ces produits-là, c'est 12,5% du nombre de ventes fait sur le site. Ouais. Et donc l'objectif, c'est de le faire croître. Quels sont les freins pour le consommateur qui veut acheter français? Moi, spontanément, je vais dire le prix. Est-ce que c'est... J'allais répondre la même chose que vous. Ouais, ça reste le premier frein. Ça reste le premier frein. C'est pas toujours d'ailleurs justifié, parce qu'il y a aussi cet a priori que le Made in France est plus cher. C'est pas toujours vrai. Et donc, nous, notre travail c'est inscrit dans notre enseigne. On fait une promesse de prix bas. Donc notre travail, c'est de proposer les meilleurs produits, et notamment les meilleurs produits Made in France, à des prix accessibles. Voilà. Ouais. Comment vous les accompagnez? Puisque je le disais, 80% de TPE, PME, ils ne sont pas forcément, même si avec la crise Covid, il y a eu une accélération de la numérisation, mais ce sont des chefs d'entreprise, souvent ils sont tout seuls, ou ils ont très peu de salariés. Comment vous les accompagnez finalement à passer le cap numérique, en quelque sorte? C'est un vrai enjeu. Parce que d'abord, il y a des freins psychologiques pour un commerçant traditionnel. Et puis, concrètement, il y a quand même 2-3 petites choses à savoir. Et donc, on est là pour les accompagner. Il y a des webinaires, je dirais, génériques, qui est une première couche de formation. Et puis, on a des équipes dédiées qui accompagnent, dans le cadre d'une relation privilégiée, les entreprises qui veulent venir vendre chez nous et investir chez nous. 80% de TPE, PME, ça veut dire 20% de TI ou de plus grandes entreprises. Vous avez des exemples de ceux qui portent un peu le flambeau du fabriqué en France? Alors, il va y avoir des gens comme Seb, des gens comme Smoby sur le jouet. Sur le jouet, oui. Voilà. Ça, ce sont les grandes entreprises qui ont intégré le programme Made in France. Et puis après, il y a des toutes petites pépites, les filles en verre qui sont... C'est quoi les filles en verre? Les filles en verre, c'est une petite start-up bordelaise. Alors, on les a aussi connues parce qu'on est proches géographiquement et qui propose toute une gamme de produits, notamment cosmétiques verts. Voilà. Vous savez quoi, on est en train de noter le nom parce que dans la rubrique Start-up éco-responsable de l'émission, elles vont trouver leur place. Oui. On parle de ces enjeux de formation à l'économie numérique. Les règles européennes sont en train de changer. Il y a le Digital Service Act qui vient d'être d'ailleurs publié il y a quelques jours au journal officiel de l'Union européenne. Alors ça concerne évidemment les moteurs de recherche, les médias, les réseaux sociaux, mais aussi les plateformes de e-commerce. Qu'est-ce que ça change? Que change ce texte pour Cdiscount? Alors, concrètement, ça vient mettre au centre de l'économie des plateformes ce qu'on appelle la modération, c'est-à-dire la surveillance de la plateforme. Mais vous le faisiez déjà, ça? Pour nous, très concrètement, ça ne change rien parce que les engagements de filtrage des produits, de surveillance de la plateforme sont pris depuis des années, sont monitorés quotidiennement et c'est un enjeu de confiance. Le consommateur vient chez nous parce qu'il sait aussi que l'environnement est sécure et les vendeurs marketplace viennent chez nous parce qu'ils savent aussi que nous n'acceptons pas n'importe quel vendeur. Mais comment, quand il y a autant de produits proposés, comment vous détectez celui qui potentiellement a des malfaçons ou affiche un label qui n'est pas le bon, enfin, etc. Donc il y a un filtrage qui est fait à l'inscription des vendeurs. Il y a un contrôle des catalogues vendeurs toujours à l'inscription des vendeurs. Et après, il y a des contrôles a posteriori faits sur tout le site. C'est beaucoup d'algorithmie. Parce que c'est ce qui permet de gérer le volume. Et puis, il y a également des équipes humaines parce que l'algorithme ne peut rien tout seul. Il faut toujours qu'il y ait un couple humain-science. Mais ça arrive encore souvent? C'est-à-dire que soit par mauvaise volonté ou par méconnaissance des vendeurs qui proposent des produits qui sont non conformes? Ça peut arriver, bien sûr, mais ça peut arriver sur une marketplace comme sur un mode de distribution classique. Bien sûr. Des rappels produits, ça arrive tous les jours. Donc oui, ça arrive. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une vigilance permanente. Ce qui est important sur le Digital Service Act, c'est qu'avant, ce principe de modération des plateformes était un petit peu tabou parce qu'on disait si la plateforme peut contrôler, c'est donc qu'elle est responsable. Donc en fait, on a développé des outils de surveillance, mais sans le dire parce qu'on s'est dit mince, est-ce qu'on le fait, on le fait pas, est-ce qu'on va nous le reprocher et en fait, aujourd'hui, c'est très très sain et nous, on a milité pour que ce texte passe parce que ça vient officialiser le rôle de la plateforme et sa fonction de modération. Je lisais une interview que vous aviez donnée à propos de ce DSA et vous dites ça marchera si tous les pays membres de l'Union appliquent ce texte avec la même rigueur. Pourquoi vous dites ça?
Je dis ça parce que l'expérience que l'on a des textes européens fait qu'on a certains pays qui favorisent leurs acteurs. Alors je parle du Luxembourg, je parle de l'Irlande, dans lesquels notamment les GAFA, les GAFA principalement sont installés. Là on parle de fiscalité notamment. On parle de fiscalité, on parle de données personnelles. Oui. Donc l'utilisation que l'on peut faire des données qui a un impact très très important sur l'expérience client, sur la capacité à proposer de manière plaisante un produit sur un site, est plus facile pour un GAFA qu'elle ne l'est pour un acteur français. Pourquoi ? Parce que les GAFA vont être surveillés par des autorités de contrôle au Luxembourg qui sont plus clémentes, là où on a une CNIL qui est extrêmement rigoureuse. Donc, avec ces textes, le DSA, y compris le DMA, on commence à avoir une centralisation de la régulation au niveau européen. C'est un bon chemin, mais voilà, il faut être sûr que ça s'applique de manière uniforme. Pardon. Est-ce qu'il y a un risque parce que là, il vient d'être publié au journal officiel, qu'il y ait une réaction, des mesures de rétorsion, notamment des États-Unis, puisqu'on parle des GAFAM. Alors, sur les produits français ou sur les produits européens. En fait, c'est une excellente question que vous posez, parce que je pense que dans la régulation des plateformes ou du numérique en général, il y a sûrement des actions qui auraient pu être menées plus tôt et plus fort si on n'avait pas des équilibres géopolitiques qui n'ont parfois rien à voir avec le numérique, qui viennent un peu freiner les initiatives. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il va falloir du courage politique pour appliquer ces textes-là. J'ai l'impression quand même que, y compris du côté des États-Unis et même de la Chine, on commence quand même à comprendre qu'il faut réguler les acteurs de la même manière. Allez, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Je voudrais qu'on parle des questions de mixité dans une entreprise comme la vôtre. Ces chiffres que j'ai trouvés, la source c'est le salon Studirama 2021. Environ 20% des ingénieurs en exercice sont des femmes, 28,5% chez les moins de 30 ans. Alors renforcer la mixité dans les métiers de la tech, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est un enjeu évidemment national. Comment Cdiscount y participe à cet enjeu ? C'est un enjeu d'une immense complexité parce que tout simplement, quand on regarde les sorties d'école ingénieurs, on a entre 15 et 20% de jeunes diplômés qui sont des femmes. C'est-à-dire que concrètement, on n'a pas le vivier. Voilà. Donc évidemment, nous, en tant qu'entreprise, on prend des mesures pour accueillir des femmes, et je peux vous en détailler une, mais je pense que l'enjeu primordial, il est au niveau de l'éducation et dès le collège, en fait. Donc ce que l'on fait, nous, c'est qu'on va dans les collèges présenter les métiers du numérique, et quand on fait ces présentations-là, on fait intervenir un homme et une femme pour que les jeunes ados puissent se projeter, qu'ils soient garçons ou filles, parce que le principe du rôle modèle est absolument fondamental. Et puis, je prends une autre initiative que l'on a menée, qui est la Masterclass IT. On est allé chercher des personnes éloignées de l'emploi ou en reconversion pour les former au métier du numérique. La première année où on a fait ça, on a eu 80% d'hommes. Bon, la deuxième année, on s'est dit comment on fait pour apporter de la mixité. Et on a juste rédigé l'annonce différemment. Et on a dit voilà, Cdiscount soutient la place des femmes dans la tech. Femmes, venez, nous vous attendons. La promo d'après, c'était 80% de femmes. Donc parfois, c'est des toutes petites choses. Pas grand-chose. Voilà, quoi. Exactement. Et donc, vous avez quelle ambition ? Parce que c'est un chemin long. C'est un chemin long. L'ambition, c'est d'arriver à une mixité qui est un bon niveau de mixité. Un bon niveau de mixité, c'est de l'ordre de 40%, mais ça, c'est très très long. Aujourd'hui, on est à 16% de femmes dans les effectifs de la tech, plus dure, je pense, parce que les femmes chez Cdiscount, c'est 43%. Mais la tech dure, c'est 16%. Il y a 4 ans, on était 14%, donc on monte. Mais c'est un long chemin. Et c'est pour ça que je disais que effectivement le chemin est long, mais l'important c'est la direction. Merci beaucoup, merci Marie-Hévin, et à bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à Smart Ideas. La bonne idée du jour, elle est signée Noticia. Bonjour Naïl Azouz, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Noticia, créé en mars 2020 avec Jordan Chemouhoum. Vous vous attaquez au ticket de caisse, expliquez-nous ça. Oui, alors bonjour Thomas, ravi d'être sur le plateau avec vous aujourd'hui. Donc oui, on s'attaque au ticket de caisse pour 2 raisons. En fait, il y a une seule manière de récupérer son ticket de caisse aujourd'hui. C'est soit au format papier, il y a 2 manières, soit au format papier, soit par mail. Dans les 2 cas, ça présente des inconvénients pour le consommateur. Soit vous repartez du point de vente avec un ticket de caisse en papier de 15 cm de long, soit vous êtes dans l'obligation de fournir une adresse mail ou de créer un compte de fidélité. Dans les 2 cas, ça présentait des inconvénients
à mes yeux important, et donc on trouvait qu'il y avait forcément mieux à faire, et c'est pour ça qu'on s'est attaqué au ticket de caisse dématérialisé. Alors le secteur, il est particulièrement consommateur de papier. Vous avez les chiffres en tête, ce que ça représente les tickets de caisse aujourd'hui? Tout à fait. Alors les tickets de caisse, rien qu'en France, c'est 12,5 milliards de tickets qui sont édités chaque année. Et si on y ajoute le petit ticket de carte, on arrive à 30 milliards de bouts de papier qui sont imprimés chaque année. Sachant que la durée de vie moyenne d'un ticket de caisse est d'à peine quelques secondes entre le moment de l'impression et le moment où il est jeté dans la poubelle. C'est une source de gaspillage. C'est des centaines de milliers de tonnes de papier, quoi. L'équivalent de centaines de milliers de tonnes de papier. Et il y a des moyens d'y remédier. Alors on va rentrer un peu dans le détail. La loi, elle change là à partir du 1er janvier 2023. Avec quelles obligations pour les commerçants? Ça change quoi? Tout à fait. Alors la loi change, c'est la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui va venir interdire l'impression systématique des tickets de caisse pour tous les commerçants et restaurateurs. Donc ils devront proposer à leurs clients de ne pas éditer de tickets, c'est ça? C'est plutôt le client qui devra demander explicitement au commerçant s'il veut un ticket de caisse. Et alors en quoi la solution que vous proposez, que Noticia propose, elle est novatrice face aux deux inconvénients que vous étiez en train de cibler? Alors l'idée de Noticia, c'est de réinventer le ticket de caisse dématérialisé pour améliorer l'expérience d'achat des consommateurs d'une part, mais aussi pour le rendre plus écologique. Donc l'idée qui a été développée, ça nous a pris à peu près 1 an et demi de la penser puis de la développer, c'est de dématérialiser le ticket de caisse via un scan de QR code. C'est-à-dire qu'on vient positionner un QR code au niveau de la caisse, donc différents supports compatibles, des supports fixes, des supports digitaux. L'idée c'est de s'adapter au commerce qu'on a en face et trouver la solution la plus pertinente. Ce qui se passe d'un point de vue consommateur, c'est une fois que vous avez payé vos achats, et quel que soit le moyen de paiement, que ce soit par chèque, carte bleue ou espèce, il vous suffit de scanner le QR code en caisse pour retrouver vos tickets dématérialisés directement sur votre smartphone via le navigateur Internet. Donc c'est vraiment une expérience sans friction. À aucun moment vous avez besoin de fournir une adresse mail, un numéro de téléphone ou de créer un compte fidélité en échange de votre ticket. Il vous suffit d'un scan pour retrouver votre ticket dématérialisé sur le smartphone. Mais alors c'est quoi le modèle économique? C'est les commerçants qui payent quelque chose? Comment ça fonctionne en fait? Alors c'est un peu particulier, étant donné que les commerçants et les restaurateurs vont être imposés par cette loi AGEC de ne plus imprimer les tickets de caisse, et ça va pas mal changer leur quotidien. On ne voulait pas apparaître comme une double peine, donc on a fait un choix un peu engagé, c'est de rendre gratuite la dématérialisation des tickets de caisse. Donc si vous êtes commerçant et que vous voulez vous mettre en conformité avec la loi AGEC, on peut vous installer notre solution de dématérialisation des tickets de caisse gratuitement. Donc on vient télécharger notre petit logiciel sur votre caisse et on positionne le QR code. En revanche, ce qui va être payant, c'est la suite. Nous, on part d'un ticket dématérialisé et on en fait un outil d'acquisition et de fidélisation client pour les commerçants. C'est-à-dire que sous chaque ticket, le commerçant va disposer d'un espace sur lequel il va pouvoir avoir un encart publicitaire, sur lequel il va pouvoir mettre en avant ses offres du moment, par exemple. Il va également pouvoir rediriger ses clients vers des réseaux sociaux, un site marchand pour générer du trafic en ligne et potentiellement du chiffre d'affaires en ligne. Et une troisième fonctionnalité comme la collecte de l'avis client directement depuis le ticket. Oui, alors vous me disiez, l'autre système, c'est souvent l'obligation pour le client d'une sorte de fidélité, de carte de fidélité, etc. Là, ce sera une option pour le client. Là, pour le client, ça devient une option. Pour préciser le propos, Noticia, ça a deux aspects. Il y a l'aspect dématérialisation. Donc on dématérialise le ticket de caisse, on vous permet d'être en conformité avec la loi AGEC. Et il y a le deuxième aspect qui est le côté média, qui concerne le commerçant, qui va pouvoir se servir de ce ticket de caisse comme un outil marketing. Donc pouvoir envoyer des promos à ses clients, des liens de redirection et collecter son avis client depuis le ticket dématérialisé. De cette manière, on peut multiplier par 5 voire par 10 le nombre d'avis clients collectés. Ça compte beaucoup pour les commerçants et restaurants. Évidemment, merci beaucoup et bon vent à Noticia. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production, assistée de Lily Zalkin. À la réalisation, c'est Angel Jean Girard. Et puis au son, Héloïse Merlin et Ulysse Touré. Salut à toutes et à tous.